2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, merci d'être venus à ce talk sur Spring Web Flux. Donc je vais me présenter, je m'appelle Alan Menant et je suis développeur freelance. Et donc moi, c'est Benoît Travers, donc je suis développeur pour Zenica à Rennes. Donc, juste avant de commencer, je vais prendre une petite photo de souvenir. Voilà. C'est pour envoyer à ma mère, elle sera fière de moi. Voilà. Ok, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques bases et je vais vous expliquer comment ça fonctionne le modèle bloquant. Donc, ce modèle, il est utilisé quand on développe des applis Java de façon classique. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a des requêtes HTTP qui vont arriver au serveur et ces requêtes, elles vont être traitées par votre application. Et quand votre application va les traiter, il y a un thread qui va être affecté pendant toute la durée de vie de votre requête. Donc, ça va rentrer dans votre programme. Donc, souvent, vous allez vérifier des paramètres, vous allez avoir un service qui va faire des manipulations. Et à un moment donné, vous allez probablement faire un appel à une entité externe, comme une base de données, ou ça peut être un web service. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que votre thread il va bloquer et il va se mettre en attente jusqu'à ce que la base de données, dans le cas présent, elle réponde. Donc le thread, il ne va rien faire du tout. Cette action, elle va être produite en parallèle parce que j'imagine, enfin à moins que vous ayez qu'un seul utilisateur sur votre application, vous allez avoir plusieurs requêtes qui vont arriver et à chaque fois qu'une requête va arriver, il y a un nouveau thread qui va être affecté. Donc quand je parle de thread, ce sont des threads applicatifs. Donc vos threads, ils vont bloquer et quand la requête sera traitée, la base de données répondra et on renverra la réponse à l'utilisateur, le thread sera débloqué. Donc, ce modèle, il fonctionne bien. Il fonctionne très bien quand tout est bien configuré, mais il y a quand même des inconvénients. Donc, le premier, c'est que vos threads, ils passent beaucoup de temps à attendre et à rien faire. Donc, les ressources, elles ne sont pas très bien utilisées. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un mécanisme qui s'appelle le context switching, qui permet de passer d'un thread à l'autre. Et ça, c'est très coûteux en performance. Donc, c'est un autre problème. Et le troisième, c'est que ce nombre de threads il est limité par ce qu'on appelle un thread pool. Et admettons que votre base de données elle se mette à ne pas répondre ou à avoir beaucoup de latence, vos requêtes elles vont continuer d'arriver, ça va s'empiler, et au bout d'un moment, votre serveur il ne va plus répondre. Et ça va potentiellement crasher votre application, et ça, c'est pas cool. Donc il y a un autre modèle, qui est le modèle non bloquant. Donc, il est notamment implémenté dans Netty. Donc, sur le principe, c'est toujours pareil, vous avez des requêtes qui vont arriver, sauf qu'il y a ce qu'on appelle une event loop. Donc ça, c'est un schéma très simplifié. Hein. S'il y a des puristes dans la salle, ne me détestez pas. Donc, le principe de l'event loop, c'est qu'il y a un seul thread. Votre requête, elle va arriver, et quand on va faire un appel à la dépendance externe, donc dans le cas présent, c'est une base de données, on ne va pas bloquer et on ne va pas attendre. On va enregistrer une callback, et on va dire, l'event loop, elle va dire, quand le traitement sera fini, tu me rappelleras. Et on va renvoyer directement, on va débloquer directement la requête. Donc du coup, on ne va plus faire attendre le thread et monopoliser des ressources pour rien. Et donc, on va pouvoir traiter plusieurs requêtes en parallèle. Donc on voit que quelques millisecondes plus tard, quand la requête elle répond, c'est à ce moment-là que la callback elle est vraiment appelée et qu'on exécute le traitement. Donc, ce modèle-là, il y a une spec qui s'appelle les Reactive Streams qui l'implémente. Donc, il y a deux notions principales dans ce modèle, c'est la notion de publisher et de subscriber. Donc, le publisher, qu'est-ce que c'est ? C'est la brique qui va pousser les événements vers le subscriber. Le subscriber, il va écouter des événements. Donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un processor. Donc le processor, il est totalement facultatif. C'est à la fois un publisher et un subscriber. Et lui, il va potentiellement transformer de la donnée entre les deux.
Et donc ce qui se passe entre les deux, donc il y a un événement qui est envoyé, c'est ce qu'on appelle une souscription. Donc cette spécification, elle a plusieurs principes de base. Donc la première, c'est qu'elle est asynchrone. Donc tout se fait de façon asynchrone. Et la deuxième, c'est que c'est non bloquant, c'est pour résoudre le premier problème qu'on avait vu. Et le troisième, c'est qu'il y a une gestion du back pressure. Le back pressure, ça veut dire que c'est le subscriber qui va demander des données au publisher. On fait ça pour pas écrouler les systèmes. Donc les Reactive Streams, vous n'aviez peut-être pas entendu ce nom, mais c'est implémenté par plusieurs librairies, Reactor, RxJava, AK pour ceux qui font du Scala, ou même Vertex. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Reactor. Donc je vais laisser Benoît vous parler un petit peu plus de Publisher et de Subscriber. Ok, du coup, place à la pratique. Alors, Spring Webflow va venir avec une implémentation de Reactive Streams qui est Reactor. Et donc, Reactor va proposer deux types de publishers. Le premier, ça va être le flux. Donc, le flux va pousser de 0 à n données, n étant possiblement non borné. Donc, on peut avoir un flux infini. Et ensuite, on va avoir le mono, donc le second publisher, qui lui va avoir soit 0, soit une donnée. Donc, c'est un cas particulier du flux. Donc, ça va être pour, par exemple, si jamais je fais une requête getById sur une base de données, je vais retourner un mono parce que je peux soit avoir l'élément, soit ne pas l'avoir. Donc ça rajoute de la sémantique en plus de quelques opérateurs. Donc pour l'exemple, je vais utiliser le flux. Donc, je vais faire un flux à partir d'une liste d'entiers. Donc from itérable. Tac. Donc je vais faire une liste d'entiers assez basique, 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est list of. Et donc, il faut systématiquement subscribe à mon flux, à mon publisher, pour qu'il se passe quelque chose. Donc, je subscribe avec ici une callback. Et là, je vais voir les événements défiler. Donc, je vais utiliser mon logger et je vais juste les printer. Tac. Sauf que là, il masque un peu tout l'écran. Tac. Je compile. Et là, magie, paf, j'ai mes 3 événements qui apparaissent dans la console. Donc là, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais implémenter mon propre subscriber pour voir comment ça fonctionne sous le capot. Donc pour ça, je crée ma classe mySubscriber et je vais implémenter le subscriber. Ah oui, déjà, si je mets pas la bonne syntaxe, tac. Donc, subscriber de Reactive Streams, et ce sera un subscriber d'entier. Donc là, il me dit qu'il faut que j'implémente un certain nombre de méthodes, donc il doit y en avoir 4. La première qui va être appelée, c'est le onSubscribe. Oups. Donc le onSubscribe, c'est dès qu'on va souscrire à un publisher, cette méthode va être appelée avec en paramètre une subscription. Donc on va revenir après sur ce paramètre subscription. Et ce que je vais faire, c'est juste loguer subscribe. Ensuite, on va voir la méthode onNext qui va être appelée avec en paramètre les événements. Donc dans le cas présent, elle va être appelée normalement 3 fois avec le 1, le 2, puis le 3. Donc ce que je vais faire, c'est le loguer. Et enfin, je vais avoir deux événements de fin, deux types d'événements de fin. Ça va être le onComplete, donc ça s'est terminé correctement, et le onError, il y a eu un problème, mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc il faut savoir qu'une fois qu'on a un événement de fin, on ne peut plus recevoir de nouveaux événements, d'après la spec. Donc là, je vais juste loguer l'erreur.
Bon, je vous rassure, on n'aura pas d'erreur pour cette démonstration. Tac. Je compile. Ah, sauf que j'ai oublié d'utiliser mon subscriber, donc c'est un peu dommage. Tac. Donc on voit dans la console, il y a juste le subscribe, il n'y a pas le next. En fait, il faut que le subscriber dise qu'il est prêt à consommer de la donnée. Donc c'est ce qu'on va appeler le back pressure, c'est le subscriber qui va imposer le rythme. Et ça va se passer via la subscription qu'on a ici. Donc il faut que je la conserve. Tac. Et là, je vais dire, OK, je suis prêt à consommer un élément. Donc je vais passer un élément ici. Et une fois qu'il a traité son événement, donc c'est dans le next, je vais dire, OK, je suis prêt à en consommer un nouveau. Et là, si je compile, j'ai bien le subscribe, mes 3 événements, puis le complete. Voilà, c'est ce que j'attendais. Maintenant, on va aller plus loin. On va implémenter notre propre publisher, toujours pour voir comment ça fonctionne sous le capot. Donc, je l'appelle myPublisher. Je vais prendre une liste d'entiers pour remplacer le flux from itérable. Donc, c'est une liste d'entiers, j'ai dit. Et donc, je vais étendre l'interface de ReactiveStreams qui s'appelle Publisher. Donc, mon Publisher, il doit implémenter une méthode qui est le subscribe. Et on a dit que lorsque un subscriber subscribe un publisher, la première chose que le publisher va faire, c'est appeler la méthode unsubscribe de mon publisher, de mon subscriber. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc là, il est non facultatif. Unsubscribe. Et donc, il faut que je lui passe en paramètre une souscription. Je n'ai pas le choix, il faut que je la crée. Donc ça, c'est la syntaxe Kotlin pour déclarer ma classe et l'instancier aussitôt. Et là, il va me dire que j'ai un certain nombre de méthodes à implémenter. Donc il y en a 2. Le request qu'on a utilisé juste avant et le cancel. Donc le cancel, c'est juste, j'ai possibilité d'annuler ma souscription. Donc si jamais je l'annule, je vais envoyer un événement à mon subscriber. Et du coup, maintenant, tout mon traitement, je vais le faire dans le request. Donc ma subscription, je vais conserver deux choses. La première, ça va être un itérateur sur ma liste. Et mon second, ça va être un état que je vais appeler done pour savoir si j'ai terminé ou non de consommer ma donnée. Donc par défaut, il est à false. Et donc, le traitement du request consiste à pousser n données si jamais j'ai n données disponibles. Je vais faire un petit while. Donc, si jamais je suis dans l'état done, donc terminé, ça ne sert à rien que j'aille plus loin, donc je peux m'arrêter là.
Si jamais je n'ai pas d'élément suivant dans mon itérateur, bah, pareil, je peux m'arrêter là. Mais avant, je vais fixer mon état done à true et envoyer un événement complete à mon subscriber. Donc, je mets done à true. J'envoie un événement complete à mon subscriber et je peux m'arrêter là. Et enfin, là, je vais pouvoir aller consommer ma donnée et l'envoyer en paramètre du next de mon subscriber, en appelant la méthode next de mon subscriber. Tac, tac. Et donc, c'est iter.next. Donc maintenant, si je remplace le flux from itérable que je recompile, effectivement, j'ai implémenté ma subscription, mais par contre, je ne lui ai pas donné, donc ça ne va pas marcher. Alors. Bon, je recompile devant vous, histoire que... Mais en gros, ce qu'il fait, bah, c'est la même chose. J'ai mon subscribe, j'ai mon next avec 1, 2, 3, 4. Donc si je rajoute 4. Voilà. Donc en pratique, on ne va jamais réimplémenter notre publisher, notre subscriber. On va utiliser ceux qui sont fournis par Reactor. Et en fait, il ne suffit pas d'implémenter ces interfaces fournies par ReactiveStreams pour respecter la spec ReactiveStreams. Parce qu'en fait, dans mon cas ici, la spec dit que la subscription, qui est juste ici, doit pouvoir gérer les appels concurrents sur le request et le cancel. Et là, par exemple, je ne gère pas du tout. Donc c'est juste un cas d'école, voir comment ça fonctionne, voir comment les différentes entités interagissent. Mais en réalité, on utilise tout ce que va nous fournir Reactor. Donc sur les publishers de Reactor, donc ici c'est le flux dans cet exemple, on va avoir des opérateurs qu'on va pouvoir appliquer. Et ces opérateurs ressemblent fortement à ceux qu'on peut trouver sur les streams de Java 8, avec quelques opérateurs supplémentaires avec une dimension plutôt temporelle. Donc dans ce genre de diagramme qui illustre les opérateurs, on a ici notre flux d'entrée avec l'axe temporel, les événements qui vont arriver dans le temps. Et ce que va faire notre map, c'est appliquer une fonction de transformation sur chaque élément et retourner un nouveau flux. Et comme ça, je vais pouvoir chaîner les différents opérateurs. Donc ici, j'ai un publisher qui va pousser la donnée. Je vais pouvoir la filtrer, la mapper, puis la réduire. Et à la fin, je vais subscribe. Et j'ai dit qu'après chaque opération, j'ai un nouveau flux qui est retourné, ou un nouveau publisher. Pour autant, on ne va pas subscribe à chaque intermédiaire. C'est le subscriber qui va propager la subscription. Donc si je regarde rapidement dans le code source, donc là, comme par hasard, je suis sur la méthode map. C'est de la chance. Donc ici, mon map, il va retourner un nouveau flux. Donc ce nouveau flux, ça va être le flux map. Vu que c'est un flux, j'ai une méthode subscribe. Et on voit que le subscribe, il fait appel à la méthode subscribe de source. Donc le source, c'est celui qui est en amont du map, celui sur lequel le map va s'appliquer. Donc je vais laisser Alan maintenant vous implémenter une application avec Spring Webflux. Ok. Donc on a vu comment fonctionne Reactor sous le capot. Donc je vous rassure, dans la pratique, vous n'aurez jamais à faire ça. Spring va faire une grande partie de ces opérations pour vous et on va justement voir comment ça fonctionne avec Spring. Donc on a précodé un petit serveur HTTP qui a un endpoint et ce endpoint il nous retourne des tweets. Donc ça c'est un exemple de notre endpoint
qui est démarré, hein. On a une machine Docker qui est démarrée. Donc notre application, elle va consommer ce web service, elle va appliquer des petites transformations et elle va la réexposer comme on le ferait avec un vrai web service. Donc on va commencer par implémenter le repository, puisqu'on va faire des appels à ce web service qui est déjà là. Donc on a, pour l'occasion, on va implémenter 2 fonctions, une qui récupère un tweet par son ID et un qui récupère tous les tweets. Donc pour faire ça, donc on va faire des appels HTTP. Spring Web Flux vient avec un client HTTP asynchrone. Donc on va commencer par l'injecter. Donc ce client HTTP, c'est le web client. Donc on va l'utiliser pour faire notre appel. Donc, je vais lui dire que je vais appeler. Donc en fait, je ne vous ai pas montré, mais on a déjà préconfiguré le client web. Je vais aller là. Voilà, notre client web, il est déjà déclaré ici, donc ça c'est du Spring classique, et on lui a dit qu'il faut qu'il tape par défaut sur localhost 80. Donc je n'ai pas à refaire ça, je retourne dans mon repository. Donc là, dans mon URI, je vais dire que j'appelle tweets. T'as oublié le get. Donc juste avant ça, effectivement, je fais un appel get. Ensuite, je lui passe l'URI. Ensuite, je lui dis ramène-moi la donnée. Et ensuite, j'ai une méthode utilitaire qui me dit convertis ça en mono. Donc en fait, il va lire le payload de mon web service. Et donc ça, c'est la magie de Kotlin. En fait, il va détecter que le type de retour de ma fonction, c'est un mono de tweet. Si je vais voir cette classe. Donc ça c'est un objet qu'on avait créé qui contient déjà les propriétés du modèle qu'on va ramener. Et donc, je convertis ça en mono. Hop. Ensuite, je vais faire la même chose avec le flux. Donc, je fais un get. Je lui passe l'URI avec mes tweets. Je fais un retrieve. Sauf que là, on va avoir plusieurs tweets, et donc je vais faire un body to flux. Donc, juste, j'ai fait une petite erreur en haut. Il faut que je réinjecte l'ID du tweet que je vais chercher. Donc ça, en Kotlin, en fait, il fait de l'interpolation de chaînes de caractères. Hein. Voilà. Donc je vais aller tester mon repository pour voir que ça fonctionne bien. Donc je retourne dans mon application. Voilà. Je détruis tout ce que vient de faire Benoît. Ici. Donc je vais commencer par injecter le repository que je viens d'implémenter. Sans prival. Ça. Comme ça. Et je vais l'appeler tweet repository. On va appeler celle-ci, par exemple. Et donc là, il faut subscribe, puisque c'est asynchrone. Donc je fais subscribe. Donc là, j'ai mon tweet, et on va aller le loguer. Hop. Tweet. Je recompile. Et ici, dans la console, on voit le tweet que je viens de récupérer. Donc là, j'ai fait un appel asynchrone qui allait récupérer mon tweet. Donc ça, c'est cool, mais dans la pratique, on va pas faire ça. On ne va pas appeler directement notre repository. Donc, on va mettre tout ça dans un service. Donc voilà, un service. Et donc, je vais implémenter une petite fonction qui va faire des traitements par-dessus. Donc, je déclare ma fonction. Je vais l'appeler... Donc, je vais faire une première fonction assez simple qui va faire passe-plat, qui va renvoyer un mono de tweet. Je fais mon import. Et j'appelle mon repository. Voilà. Donc ça, c'est un passe-plat. C'est cool, mais
Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va créer une petite fonction qui va aller récupérer tous les tweets et filtrer en fonction du hashtag. Donc, en paramètre, on va récupérer un hashtag. Et ça va renvoyer un flux de string. Donc, on va renvoyer le contenu de tous les tweets qui matchent un hashtag. Donc là, je vais commencer par récupérer tous les tweets. Ensuite, on va appliquer des opérations. Donc en fait, Spring Web Flux, il vient avec un ensemble de fonctions qui nous permettent de manipuler les résultats, appliquer des transformations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par filtrer. Donc ça va prendre un des éléments de mon flux. Et on va dire, je veux que ça matche le hashtag que j'ai passé en paramètre. Ça, vous ne le faites pas en prod dans la pratique. Ce que je le fais pour illustrer, c'est un exemple. Mais en vrai, s'il y avait 1 million de résultats derrière le find all, ce ne serait pas très performant d'appliquer un filtre de façon programmatique. Dans la pratique, on ferait plutôt un repository qui filtrerait avant. Mais là, c'est vraiment pour illustrer le filter. Ne faites pas ça en prod, sauf si vous n'aimez pas votre client et que vous voulez dégrader les perfs de votre projet. Donc, une fois que j'ai filtré, j'avais dit ce que je voulais faire, c'est récupérer juste le contenu de mes tweets. Donc, je vais appliquer la fonction map, et la fonction map, elle va prendre un objet en entrée, et elle va le transformer. Donc, j'ai mon tweet, et je vais aller récupérer le contenu. Donc, vous voyez en fait qu'avec Spring Webflux, on peut facilement faire des requêtes asynchrones et appliquer des traitements derrière. Donc une fois qu'on a codé ça, on va aller vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vais là. Donc j'ai plus besoin de mon repository. Je vais injecter mon service. Hop. Je détruis ce que je viens de faire. Tweet service. Et on va aller chercher tous les tweets qui ont pour tag Kotlin. Et on va aller afficher, donc ça peut être le tweet, ça va être le content. Je recompile. Et dans ma console, on voit bien que j'ai bien filtré tous les tweets qui avaient pour tag Kotlin et que j'en ai affiché le contenu. Bon, c'est du lorem ipsum, c'est un serveur de mock. Mais mon opération est appliquée. Donc ça, c'est cool, mais il y a toujours quelque chose qui est un peu gênant, c'est qu'on est obligé de subscribe manuellement. Et je vais vous montrer maintenant comment, quand on implémente un contrôleur, ça souscrit automatiquement pour nous. Donc on a notre service. Donc on va aller dans le contrôleur. Et on va implémenter une fonction qui va retourner un tweet par son ID. Donc, get tweet by ID. Juste avant, vu que c'est un contrôleur Spring, on va lui dire que on va exposer ce endpoint. Par exemple, on va l'appeler myTweet. Et on va prendre en paramètre l'ID d'un tweet. Donc cet ID de tweet, je vais le récupérer ici. Je vais spécifier à Spring que c'est un paramètre qui sera dans mon URL. Et ça va retourner un mono de tweet. Je fais mon import. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon tweet service. Je vais aller récupérer le tweet par son ID. Et c'est absolument tout. Il n'y a plus besoin de faire subscribe. C'est Spring qui va le faire pour nous. Donc je vais recompiler. Et je vais essayer d'aller appeler ce endpoint avec curl pour voir si tout fonctionne bien. Donc je retourne ici. Zoom un peu. C'est bon? Donc je vais aller
appeler mon web service. Donc, je crois que j'ai appelé my... Comment je l'ai appelé? MyTweet. OK. Et puis, je vais lui dire le numéro 1. Voilà. Donc là, j'ai vraiment appelé le web service que je viens de coder avec Spring et il me retourne le tweet numéro 1. Donc, je vais juste vous montrer qu'on peut faire des opérations supplémentaires. Donc, pour info, dans le serveur de mock, il est préconfiguré pour renvoyer les tweets qui existent qu'entre l'ID 1 et 10 000. On aimerait faire un truc un petit peu mieux et dire, s'il n'existe pas, renvoyer une vraie 404 ou faire une transformation. Donc, on a une petite fonction en erreur résume. Donc, en fait, on peut lui spécifier une exception et lui dire si tu te prends une not found, donc c'est celle de Reactive, je veux. Alors, je vais le spécifier. Donc, ça, c'est une petite syntaxe Kotlin. Ce que je vais lui dire, c'est. Donc, on va retourner un mono de empty. Donc, ça veut dire tu retournes. On n'a même pas besoin de faire return vu que c'est du Kotlin. Et ce qu'on voudrait également, c'est modifier le code HTTP de la réponse. Donc, on va injecter. Alors, est-ce que j'ai injecté la bonne? Je ne suis pas sûr. Tu as eu le temps de voir, Benoît? Non, je n'ai pas vu. Ouais, j'ai bien injecté la serveur response de Reactive, donc c'est important. Donc on va aller manipuler notre réponse, HTTP response, on va lui spécifier le statut code, et on va lui dire de renvoyer une not found. Donc là c'est pareil, je le fais pour illustrer, dans la pratique, dans votre contrôleur, on ne va pas aller catcher des exceptions qui sont retournées par le web client, qui sont plutôt du domaine du DAO. Hein. Donc ne faites pas ça chez vous. Donc on recompile, et on va aller essayer d'appeler un tweet qui est plus grand que 10 000. Alors, si je ne mets pas les headers, donc on voit qu'il ne renvoie rien, mais on va rajouter des headers. Et on voit bien qu'ici, on a une 404. Donc on est bien passé dans notre exception. Donc voilà, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'appeler le subscribe manuellement. Donc maintenant, je vais laisser Benoît vous montrer comment on implémente des tests pour tester tout ce code asynchrone. Donc je vais tester une méthode du tweet service, celle qui a le plus d'intelligence, même si elle n'en a pas beaucoup. Ce getTweetContentByHashtag. Donc je vais créer mon package service et je vais créer ma classe de test. Et je vais créer ma fonction de test. Ma fonction elle va juste tester un cas nominal. Donc should. Je sais pas, peut-être un S à un endroit. Donc pour rappel, mon tweet service, il prend en entrée un tweet repository que je vais moquer. Donc mon tweet repository, je le moque. Et du coup derrière, j'instancie mon tweet service. En injectant mon tweet repository. Et donc dans mon tweet repository, je vais moquer la méthode findAll grâce à Mockito.
Et du coup, là, il va falloir que je retourne un flux que je vais créer moi-même, from itérable. Mais avant ça, il va falloir que je charge mes données. Donc mes données sont dans ce tweet JSON, juste ici. Donc j'ai quelques tweets. Pour ça, je vais utiliser le getResourceAstream. Donc c'est comme en Java. Et ensuite, je vais utiliser mon object mapper. Donc on a un object mapper qui est préconfiguré pour Kotlin. Et donc je vais faire un read value. Et je m'attends à avoir une liste de tweets. Hop. Et donc maintenant, je peux directement retourner les tweets que je viens juste de charger. Et la méthode que je vais utiliser, c'est celle de mon tweet service, le getTweetContent by hashtag. Et pour l'exemple, je vais mettre Kotlin. Et pour les tests, là encore une fois, on ne va pas subscribe directement. On va utiliser une classe utilitaire qui s'appelle le stepVerifier, qui va nous permettre de vérifier pas mal de choses sur les publishers. Donc, stepVerifier. Donc ça vient avec le projet Reactor. Je vais m'attendre à avoir un événement de type next. Donc si je vais voir mes tweets, non, il doit y en avoir un qui parle de Kotlin. Celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai implémenté dans le mauvais. C'est pas grave, ça a marché pareil. Et enfin, je vais m'attendre à l'événement complete. Ça met un peu de temps. Et voilà, mon test passe. Maintenant, je vais tricher un peu et je vais vous montrer un test déjà fait. On se tâche parce qu'on est propre. Voilà, donc sur cette branche, j'ai implémenté le test au bon endroit, normalement. Et en plus, j'ai un test de contrôleur. Donc avec Spring Web Flux, on va avoir un web client pour faire des requêtes HTTP, et on va avoir un web test client pour tester notre contrôleur. Donc je l'injecte ici, donc c'est un test d'intégration, donc il y a tout le contexte Spring qui est chargé. J'ai mon web test client ici, j'ai moqué mon tweet repository, encore une fois pour contrôler ma donnée. Et cette fois-ci, je teste le get tag par ID que Alan a implémenté. Donc là, j'ai mon cas droit. Donc je retourne ce tweet. Le repository va retourner ce tweet ici. Et donc, quand je fais un get avec un ID, je m'attends à avoir un statut OK et ma donnée, c'est mon tweet. Dans le cas d'une 404, donc c'est-à-dire que mon tweet repository ne renvoie pas de données, mais il renvoie une exception de type not found, donc web client response exception not found. Cette fois-ci, je m'attends à avoir un statut not found. Assez logique. Et voilà, encore une fois, les tests fonctionnent. Je ne sais pas comment on est au niveau temps, parce qu'on n'a pas le temps. Ok, du coup, petite conclusion. Donc, Spring Web Flux, on en fait
pour le plaisir, mais pas que. On en a en production chez Ouest France. Donc cette conclusion, elle est subjective. Donc pour nous, Spring Web Plus, ce qu'il apporte, c'est une meilleure utilisation des ressources. Donc c'est ce que Alan vous a présenté juste avant. Donc on ne va pas avoir de context switching, on ne va pas avoir des threads qui sont en attente, mais on va avoir une event loop qui va dépiler les événements et les traiter. Ensuite, on a la testabilité. Donc on a vu avec le Step Verifier, on a vu avec le Web Test Client que c'est simple de tester. Et en plus, si jamais dans toutes vos transformations, par exemple, à chaque fois que vous faites un map, un filter, vous implémentez des fonctions qui sont pures, donc c'est-à-dire des fonctions qui sont sans effet de bord, ça se teste très facilement. Donc c'est des tests plutôt basiques, c'est les cas d'école qu'on voit. Et enfin, j'ai mis robustesse. Alors c'est plus le duo Kotlin Spring Webflux qui va apporter cette robustesse. Donc Spring Webflux par sa testabilité, Kotlin par l'immuabilité par défaut et par la null safety, qui va prévenir les erreurs en production, et aussi la robustesse d'un point de vue gestion de la concurrence. Donc là, on n'a pas de déclaration de thread quand on va faire des traitements concurrents, on n'a pas de gestion de la concurrence. Tout est fait sous le capot pour nous. Par contre, dans les points plutôt négatifs, même si ce n'en est pas un pour moi, ce sont des nouveaux paradigmes. Donc si jamais vous avez une équipe de développeurs Java, ça fait longtemps qu'ils font du Java et ils ne se sont pas aventurés sur d'autres horizons. Par exemple, ils n'ont pas fait de JavaScript. Ça, c'est des paradigmes qui sont connus en JavaScript, mais qui sont nouveaux en Java. Et du coup, le gap peut être important. Le saut peut être... On met un certain temps à s'y habituer. Ensuite, il y a la complexité. Donc, la complexité à relire, c'est plus complexe que du code séquentiel, mais c'est aussi plus complexe à débugger. Si, par exemple, j'ai envie de voir ce qui se passe dans mon tweet service, donc j'ai ce get tweet content by tag. J'ai envie de voir ce qui se passe dans mon filter. Donc là, je vais devoir mettre un point d'arrêt à l'intérieur de ma lambda. Et donc, j'ai mon tweet service. Si je le lance en mode debug. Donc là, j'ai bien mon point d'arrêt, je vois ce qui se passe dans ma lambda, donc j'ai mon tweet. Si jamais je fais c'est step over celui-ci, pour voir l'étape suivante, en gros, je ne vais pas arriver sur mon map. Je vais arriver à l'intérieur de ma lib reactor avec toutes les implémentations. Donc si jamais vous voulez voir ce qui se passe dans le map, il faut mettre un nouveau point d'arrêt ici. C'est pas compliqué en soi. Et après, c'est pareil, si jamais vous avez un flux, vous mettez un point d'arrêt, vous n'allez pas voir ce qu'il y a dans le flux. Dans le flux, la donnée va arriver de manière asynchrone. Et donc, il faut absolument souscrire pour voir ce qui se passe dans le flux, voir la donnée qui va transiter. Il suffit pas, comme avant, de mettre un point d'arrêt sur la méthode et d'aller pas à pas. Ça va pas fonctionner puisque la donnée, elle arrivera de façon asynchrone. Voilà. Et enfin, dernier point, ça reste un écosystème assez jeune. Donc ça fait, je crois, 1 an que c'est sorti en version release. Pourtant, on a quand même vu quelques problèmes, notamment avec l'implémentation de Reactor Netty, qui est utilisé par le web client. Il y a une mauvaise réutilisation du pool de connexion. Et après, par exemple, si jamais votre base de données, c'est une base de données relationnelle, les clients réactifs pour des bases de données relationnelles sont encore assez jeunes. Donc là, il y a R2DBC qui vient de sortir, ou qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a Oracle qui travaille sur un client assez généraliste, en gros, R2DBC, lui, va avoir une implémentation par base de données relationnelle, alors que Oracle veut un client qui soit compatible avec toutes les bases de données relationnelles. Donc on voit que sur ce point-là, ce n'est pas encore très mature comme écosystème. Et après, on a encore d'autres exemples. C'est par exemple la gestion du correlation ID. Quand vous faites du microservice, on a un correlation ID pour pouvoir voir toutes les logs en gros, voir le cheminement d'une requête à travers tous les microservices, collecter toutes les logs avec ce correlation ID. Donc c'est pas très bien supporté avec Spring Web Flux. Oups. Voilà, c'est tout pour nous. Donc je pense qu'il reste...
que vous avez des questions? On change la caméra. Pardon. Je prête la caméra. C'est pas grave, on va la répéter sinon. Alors du coup, je vais crier ma question. Je vous pose la question de savoir est-ce qu'on peut intégrer Spring Web Flux dans un projet qui est déjà existant et qui fait des requêtes classiques bloquantes. Est-ce que vous avez fait ça pour pouvoir faire fonctionner les deux côte à côte? Alors on n'a pas fait ça parce qu'on est reparti de zéro. Donc pour donner un peu de contexte, on a mis ça en place chez Ouest France. Il y a un projet de refonte et on travaille sur le microservice principal qui renvoie tous les articles dans Ouest France. Et on est parti de zéro, donc on a vraiment créé des projets de zéro. On n'a pas eu de cohabitation. C'était entre guillemets facile. Après, je ne sais pas. Je sais pas. Après, il faut savoir que par défaut, quand on fait du Spring Web MVC classique, avec Spring Boot, il va venir avec un Tomcat, Exactement, alors ouais. que là, Spring Boot va venir avec Un Netty. Netty. Sachant qu'on peut utiliser Tomcat avec une spec servlet, je crois que c'est la 3 points et quelques. Je suis pas très bien calé dessus. Donc la cohabitation doit être possible. Après, en général, c'est plutôt démarrer un nouveau projet à côté Ouais, et ça doit router avoir les un- requêtes. Je ne sais pas si Spring Web Flux est supporté par Tomcat. Et Si elle l'est. je m'y aventurerai pas en tout cas. Merci pour la présentation. Vous disiez qu'il n'y avait pas encore de driver réactif pour les bases de données relationnelles, enfin c'est encore assez jeune. Est-ce que pour vous, pour l'instant, c'est un frein à l'utilisation de Spring Web Flux sur les projets? Et comment, enfin, quand on le met en place, est-ce qu'on en tire quand même bénéfice en fait? Ouais, alors, c'est pas un frein parce que tu peux quand même faire des appels bloquants et tu peux les wrapper dans des monos. Donc il y a des fonctions mono.create et tu peux mettre des appels bloquants dedans et ils seront juste exécutés de façon asynchrone. Donc quand tu pars sur ce genre d'application, il n'y a pas besoin de faire du 100% non bloquant. C'est possible. Après, ça reste mieux de faire du 100% non bloquant parce que quand on va faire appel à une base de données en utilisant un driver qui est bloquant, derrière, ça va être un thread pool qui va être caché. Donc, on déplace le problème. Après, le gain, c'est quand tu écris ton application, tu as cette Fluent API qui permet d'être plus clair dans... Après, je pense que c'est des préférences personnelles. C'est très subjectif. Le gain, en fait, il y a des personnes qui vous diront oui, mais avec un Tomcat, quand il est super bien configuré, que j'ai bien configuré mon thread pool, ça tourne bien, et puis en plus, je vais en mettre plusieurs pour bien scaler. Et c'est vrai, ça va pas plus vite. Par contre, on a une meilleure utilisation du CPU. Et donc ça, c'est en termes de performance. Et après, oui, en termes de lecture de code, en fait, c'est très cadré. Donc tu peux pas. C'est beaucoup plus difficile d'écrire du code qui est un peu spaghetti, puisque de toute façon, ça va pas fonctionner. Donc tu es vraiment obligé de découper ton code, de bien séparer tes appels. Et moi, d'un point de vue subjectif, nous, on a trouvé qu'on avait gagné beaucoup dans ce sens-là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer avec des drivers NoSQL justement qui gèrent justement des événements genre un Redis ou autre, choses comme ça? Alors nous, notre espace de stockage, c'est un Elasticsearch qui n'a pas de client réactif. Donc on utilise le client, c'est asynchrone, donc c'est des callbacks, et on wrap nos callbacks dans des monos. Et non, on n'a pas pu jouer. Non. Je sais qu'il y en a un Spring Data Reactive Mongo, par exemple, mais on n'a pas pu jouer avec. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, merci.